Hey, salut! Cet épisode est présenté par Aura Protection et ses culottes menstruelles qui vont tellement changer ta vie que je regrette presque mon hystérectomie. Je vous le dis, j'oubliais que j'étais menstruée avec ces culottes-là et surtout, j'ai découvert une liberté que j'avais jamais connue avant. Celle de bouger, de dormir, de vivre sans avoir toujours besoin de penser à ma protection menstruelle. Mon seul regret, c'est de les avoir découvertes juste à 35 ans. Ça fait que faites pas la même erreur que moi et rendez-vous sur le www.auraprotection.com. Ah, puis quelque part pendant l'émission, vous allez entendre sonner. Ça va être la minute menstrue qui débarque sans prévenir, comme vos règles. Salut, vous écoutez Guerrière par Moni Show, le podcast dans lequel on jase de toutes ces choses que les femmes vivent et ne devraient juste jamais vivre. Puis aujourd'hui, ça va être un épisode un peu spécial parce que je vais vous parler vraiment d'une histoire personnelle. Ça arrive souvent que je fais référence à des anecdotes de ma vie personnelle, mais c'est rare que j'y consacre toute une émission. Et aujourd'hui, je vais le faire parce que c'est quelque chose qui m'a été demandé. Récemment, sur les réseaux sociaux, j'ai fait un statut qui expliquait que pendant des années, j'avais souffert d'un très fort SPM et de plein de symptômes dus à la périménopause qui avaient été totalement ignorés dans le système de santé. J'ai expliqué comment j'ai dû me battre dans le système de santé pour obtenir des soins. Ça fait d'ailleurs l'objet d'un épisode de Guerrière, donc saison 1, épisode 6. Si tout ce qui touche la périménopause, les débalancements hormonaux, la difficulté d'avoir des soins, d'avoir un suivi, d'être cru, d'être vu, d'être entendu dans le système de santé publique, c'est quelque chose qui vous rejoint, que vous n'avez pas encore écouté cet épisode-là, je vous invite à le faire. Dans cet épisode-là en question aussi, je raconte vraiment mon parcours dans le système de santé publique qui m'a finalement mené à une prescription de progestérone, chose que je demandais depuis le début de ce combat-là. Donc, je vous invite vraiment à aller l'écouter. Mais le post que j'ai fait plus récemment parlait non seulement de ça, mais aussi du suivi que j'ai décidé finalement d'entreprendre en clinique privée, en hormonothérapie. Parce que, ben, ça l'allait plus. Si vous écoutez l'épisode de la périménopause, vous allez savoir que pendant une partie de ma vie considérable, je dirais un bon 5 à 6 ans, donc depuis mes 35 ans, mes SPM étaient devenus absolument dégueulasses. Je devenais littéralement folle 7 à 10 jours avant d'avoir mes menstruations. Je voulais laisser mon chum tous les mois. Je criais de désespoir tout seul chez nous. C'était l'horreur. J'étais complètement déconnectée de moi-même. Je me détestais. Et malgré les nombreux spécialistes que j'ai rencontrés dans le système de santé publique pour m'aider, personne n'avait de solution outre la pilule et les antidépresseurs. Je vous invite vraiment à écouter l'épisode pour avoir tous les détails de cette partie-là de mon histoire, parce que je ne veux pas la répéter 2 fois pour les gens qui ont déjà écouté l'épisode. L'épisode en question se terminait avec une prescription que j'ai enfin eue de la part de mon médecin. Mon médecin qui n'était pas formé en hormonothérapie ni en hormones féminines, ne savait pas lire de bilan hormonaux, mais avec la documentation que je lui ai soumise, et beaucoup de suivi et de consultation jusqu'à ce qu'il accepte, il a accepté de me prescrire une dose de progestérone. Et c'est là-dessus que se terminait l'épisode. Donc, j'expliquais que la progestérone, bien, ça avait vraiment changé ma vie. Et c'est vraiment le cas. C'était la solution pour moi. Est-ce que je suis en train de dire que la progestérone ou l'hormonothérapie est la solution pour tout le monde? Absolument pas. Mais est-ce que c'est le cas pour plusieurs personnes, ou tout du moins qu'un bilan hormonal pourrait permettre de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans la vie des femmes qui souffrent? Définitivement. Donc, j'ai fait un statut à ce sujet-là récemment et j'ai tellement reçu de messages, de questions, de gens qui me racontaient leur histoire que je me suis dit, faut faire quelque chose avec ça. Et à cet effet-là, j'ai créé une pétition dont vous allez pouvoir trouver le lien en description de l'épisode que je vous invite à aller lire et à signer, qui dans le fond dénonce le fait que malheureusement dans le cursus médical, dans notre système de santé publique, les médecins n'apprennent pratiquement rien concernant les hormones féminines au-delà de la reproduction. Et ça nous nuit à plein d'égards au niveau de notre santé. C'est aussi ce qui nous empêche d'être vus et d'être crus quand on va voir le médecin avec des troubles qui peuvent être liés à des débalancements hormonaux. Et je pense, oui, à de forts SPM, à la périménopause et à la ménopause, mais même au-delà de ça, parce que des débalancements hormonaux, on peut en avoir à toutes sortes de moments dans notre vie. Donc, beaucoup de gens qui m'ont demandé, OK, mais comment tu as fait finalement pour trouver tes ultimes solutions? Et j'ai décidé de consacrer cet épisode-ci à ça.
Donc, ma fameuse prescription de progestérone a fait totalement la job pendant plus un an et demi, et il y a plus ou moins, je vous dirais 6, 8 mois, j'ai commencé à sentir que mes symptômes revenaient. Toutes les mêmes! Toute la même affaire. Donc, l'irritabilité, l'espèce de sentiment de colère, de vouloir sortir de mon corps parce que je me peux plus, je me tolère plus moi-même, beaucoup de jugement par rapport à moi-même, mais aussi, tout ça est revenu, avec une bonne dose d'anxiété aussi. Bref, j'ai comme fait arc. Ça m'est revenu comme en pleine face, comme une claque à la gueule. Puis j'ai comme fait, bon, ben là, visiblement, ça ne va plus. Et c'est pas si surprenant, dans le fond, parce qu'on sait que les femmes commencent à produire moins d'hormones, progestérone et estrogène, dès 35 ans. Et ces hormones-là, ben, sont responsables de plus de 150 fonctions dans notre corps. Ça va bien au-delà de la reproduction, là, on s'entend. Donc, forcément, si on en produit moins, ça peut produire toutes sortes de symptômes qui varient d'une femme à l'autre. Et si mon 100 mg de progestérone était totalement adapté à 35, 36, 38 ans, ça se peut bien que 2 ans plus tard, j'en ai besoin de plus parce que j'en produis de moins en moins. Et là, le problème auquel je faisais face, c'était de savoir vers qui me retourner. Je pouvais retourner voir mon médecin, lui proposer peut-être de doubler la dose, de faire des tests. D'ailleurs, je l'ai même fait, ce test-là, de doubler, j'y reviendrai très rapidement. Mais il reste que dans les faits, comme il n'est pas formé en hormonothérapie, en hormones féminines et que c'est pas lire un bilan hormonal, on allait s'embarquer dans une game d'essai-erreur totale parce qu'il ne pouvait pas savoir ce dont j'avais besoin. Et j'avais pas envie de me retrouver dans cette espèce d'histoire-là et de combat-là, probablement aussi parce que c'était pas certain qu'il allait vouloir non plus doubler la dose dans tous les cas. J'avais envie, la folle envie, le grand caprice de pouvoir faire affaire avec un professionnel de la santé qui connaît les hormones des femmes et qui n'allait pas jouer à la roulette russe avec moi en essayant des choses ou en ne faisant rien du tout simplement parce qu'il ne connaît pas ça. J'ai eu la chance à ce moment-là qu'une clinique d'hormonothérapie communique avec moi parce qu'ils avaient écouté mon podcast, mon épisode sur la périménopause, entre autres. Ils disent « Hey, on aimerait vraiment ça collaborer avec toi, on adore ce que tu dis, ton angle, la façon de le faire, puis tout ça. On a la même mission chez nous, on veut vulgariser tout ça, fait qu'on voudrait collaborer ensemble. » Ils voulaient être invités sur le podcast. À l'époque, je n'avais pas d'invité. C'est quelque chose qui change pour la saison 3. J'ai quelques épisodes hors série où j'ai des invités et ils en feront assurément partie. Mais je leur ai dit, ben je pourrais peut-être documenter, si vous voulez, mon parcours comme sur Instagram. Mais en leur spécifiant bien, par exemple, que c'était important pour moi d'être honnête. On se fait tellement dire n'importe quoi en tant que femme à propos de notre santé, dans le système de santé publique, j'étais comme, je ne vais pas aller leur raconter que ça s'est bien passé si ça ne va pas bien. Puis elles étaient tout à fait d'accord avec ça aussi. Donc, finalement, l'entente qu'on a eue, c'est que j'allais avoir un suivi d'1 an, gratuit à la clinique, en échange du partage honnête de mon expérience. Et c'est comme ça que j'ai été à mon premier rendez-vous. C'est la clinique Hormonova qui est située à Blainville. C'est une clinique qui est dirigée par des infirmières praticiennes spécialisées en hormonothérapie. Et je vous le dis, et ça ne fait pas partie de ma collaboration avec elle de vous le dire aujourd'hui. C'est juste que l'expérience était assez haute pour que je n'ai aucun problème à le faire. Ce sont des femmes en or. C'est vraiment des personnes merveilleuses. Et après des années de lutte dans le système de santé publique, ça a été toute une expérience d'aller les voir. Donc, moi, je suis de Québec, mais je me suis rendue à Blainville pour le premier rendez-vous. Les rendez-vous suivants pouvaient se faire en ligne. Donc, si vous décidiez de consulter là, c'est un peu ça le même principe aussi. Ultimement, préférablement, elle préfère que le premier rendez-vous soit en personne. Il y a peut-être moyen d'en déroger à voir avec elle. Donc, je suis allée là et je suis restée là pendant une bonne heure. J'ai rencontré une infirmière à qui j'ai parlé de tous mes symptômes de long en large, mes symptômes physiques, mes symptômes émotionnels, mon anxiété, tout y est passé. On en a parlé pendant une bonne vingtaine de minutes facile, puis elle a fait vraiment un picture complet de ma santé en général, de mon historique médical aussi. Et après ça, j'ai rencontré l'infirmière praticienne qui a regardé plus spécifiquement ce qui pouvait en être par rapport
à mes hormones, mais pas que, hein, parce que c'est pas parce que vous allez dans une clinique d'hormonothérapie qu'il faut croire que la seule chose qu'ils regardent, c'est votre estrogène et votre progestérone. Absolument pas. Il y a toutes sortes de choses à prendre en compte et c'est d'ailleurs ce qu'elle m'expliquait très bien. Tu sais, si par exemple ton taux de fer n'est pas bon, mais c'est sûr que ça a une incidence sur ton énergie. Si tu manques de telle vitamine, bien, ça se peut que tu assimiles moins bien tel type d'hormone ou autre. Tout est extrêmement interconnecté, mais malheureusement, dans notre système de santé traditionnel, comme le cycle menstruel et les hormones féminines sont pratiquement étudiés que d'un point de vue de la reproduction, toute cette interconnexion-là est complètement méconnue par une grande partie des médecins, du moins tous ceux qui ne sont pas allés se former en hormones féminines et en hormonothérapie. Ce qu'ils peuvent faire, by the way, hein, les médecins sont tenus de faire un nombre d'heures X de formation continue chaque année et peuvent choisir l'objet de leur formation. Et tous, cette année, pourraient décider d'aller se former en hormonothérapie s'ils le voulaient. Ils ne font pas ce choix-là. Et ça, c'est une question qu'on me pose aussi. Mais Maude, pourquoi ils ne font pas ce choix-là? Des gens qui me disent, entre autres, « Hey, moi, mon médecin, en plus, c'est une femme. Comment ça se fait qu'elle n'est pas sensibilisée à ça? Ça n'a pas d'allure. » Il faut comprendre que tous nos médecins, hommes et femmes, sont formés dans un cursus médical qui a été pensé par et pour des hommes pendant des milliers d'années. Ça fait moins de 100 ans qu'on reconnaît les hormones féminines dans un contexte de santé global. Avant, on les reliait vraiment qu'à la reproduction. Tranquillement, on est comme « Ah non, OK, ça a une incidence d'autres choses finalement. » Donc, il ne faut pas se surprendre que si peu de médecins à l'intérieur de notre système de santé publique soient sensibilisés à l'incidence des hormones sur les femmes. C'est malheureux, mais il faut comprendre que c'est systémique. Partout, tout au long de leur parcours, c'est pas de cette manière-là qu'on leur met la table. Là où le bas blesse aujourd'hui, je trouve personnellement, c'est qu'avec des documentaires comme l'Automéno, avec les pétitions qui circulent, avec toutes ces femmes qui se présentent dans les cliniques en demandant de l'hormonothérapie ou un bilan hormonal, comment ça se fait qu'encore aujourd'hui, tant de médecins ne se disent pas « Hey, il y a vraiment un problème, j'ai des patientes qui souffrent, il y a des formations en place qui me donneraient les informations pour les aider. » Pourquoi vous n'allez pas les chercher? Pourquoi? C'est pas dans notre tête, c'est dans notre corps, à tous les jours. Au moment où je vous parle, il y a des millions de femmes qui souffrent parce que vous n'allez pas vous former par rapport à notre corps et à nos hormones. C'est une responsabilité, c'est un devoir et il n'y a aucune raison qu'aucun médecin n'ait le droit de passer à côté de ça. Juste pas. Hey, c'est l'heure de la Minute Menstrue qui débarque n'importe quand, comme tes règles, présentée par Europe Protection. Dès qu'on parle du congé menstruel, il y a toujours quelqu'un quelque part pour lever les yeux au ciel comme si c'était une faveur. Comme si les femmes voulaient juste profiter du système pour se pogner le beigne une journée par mois. Mais le congé menstruel, c'est pas un cadeau, c'est pas un passe-droit. C'est une reconnaissance, une façon de dire « Hey, on sait que certaines personnes vivent des douleurs qui les empêchent de fonctionner pendant leur menstruation, puis on leur donne la possibilité de s'arrêter quand leur corps en a besoin. » On manque la job pour une gastro, pour une grippe, une entorse, mais dire « J'ai mes règles, puis je suis pas en état de travailler », ça, on le dit pas. On le dit pas parce que c'est tabou. Parce qu'on ne veut pas passer pour une personne faible. Parce qu'on a appris à performer même quand on a super mal et surtout parce qu'on risque plus d'être très mal reçu. Résultat, on se bourre de médicaments, on serre les dents, on travaille sans dire un mot plié en deux, pendant que les autres s'attendent à ce qu'on garde le sourire puis qu'on soit performante. Pensez-y, ça n'a fait aucun sens. Le congé menstruel, c'est pas un privilège, c'est juste le gros bon sens. C'est une façon d'humaniser les milieux de travail, de s'adapter à la réalité du corps des personnes avec un utérus, puis de dire enfin « Hey, t'as le droit d'être moins en forme aujourd'hui et ça fait pas de toi une mauvaise employée. Ça fait juste de toi une humaine menstruée. » De retour au programme principal. Donc, je suis allée à cette consultation en hormonothérapie. J'ai failli brailler quand l'infirmière praticienne m'a expliqué comment fonctionnait le cycle menstruel. Elle l'a expliqué de la même manière que je l'ai très souvent expliqué sur les réseaux sociaux. C'est la seule professionnelle de la santé de toute ma vie que j'ai vu en parler de cette manière-là. C'est-à-dire que chaque phase du cycle
nous affectent physiquement, émotionnellement, mentalement, de toutes sortes de manières. Et c'est inévitable et normal. Il y en a pour qui ça va être pire, d'autres pour qui ça va être moins pire, mais forcément, ce ne sera pas la même chose tout le long du cycle. Et elle m'a envoyé passer des prises de sang. Donc, j'ai enfin pu avoir droit à mon fameux bilan hormonal. Donc, 2 prises de sang à prendre à des moments différents dans le cycle. De mon côté, j'ai toujours mes ovaires, mais j'ai eu une hystérectomie, ce qui fait que, c'est ça, j'ai perdu le compte de mon cycle depuis un moment. Alors, je ne pouvais pas y aller à des jours spécifiques, parce que normalement, c'est vraiment des jours spécifiques du mois qu'on demande que les prises de sang soient faites. Mais, comme elle le disait, le simple fait d'au moins se passer les prises de sang de 2 semaines, ça nous donne 2 photos dans le temps différentes, donc une bonne idée de ce qui peut manquer. Et au bout de ces 2 prises de sang-là, j'ai eu un appel, un rendez-vous virtuel avec elle où on a fait le topo de ce qui en était finalement. En est ressorti que je manquais vraiment beaucoup de progestérone finalement. Il m'en manquait la moitié de ce que j'aurais dû prendre. Fait que l'idée de doubler ma dose n'était pas si folle. Mais là, je lui ai dit, hey, je l'ai essayé de doubler la dose, puis oublie ça, là, ça m'a assommé, puis elle dit, ah, c'est sûr, mais c'est parce que tu m'as déjà dit aussi que tu prenais tel supplément naturel, que tu prenais de la mélatonine 10 mg pour dormir. Là, ça fait beaucoup, là. C'est sûr là, que tu prends beaucoup de choses pour t'assommer. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est de, oui, doubler ta dose de progestérone, mais réduire la mélatonine et arrêter le supplément naturel que tu prenais pour te relaxer. Puis d'après moi, ça devrait marcher. Guess what? Ça a très bien fonctionné. Ils se sont aussi rendus compte que je faisais de l'hypothyroïdie. Donc, au niveau de l'estrogène, moi, je m'attendais à avoir une bonne baisse, comme j'étais souvent fatiguée, mais non, tout était beau. Elle dit, par contre, on remarque vraiment une petite hypothyroïdie qui pourrait expliquer le fait que tu te sens plus fatiguée aussi, qui pourrait avoir une incidence aussi, entre autres, sur ta libido, puisque moi, depuis 1 an, j'avais 0 libido. Elle était inanimable. Ma libido, c'était dégueulasse. Fait qu'elle dit, je serais portée à te donner quelque chose pour ça. Donc, j'ai eu une prescription de Synthroid. Ensuite, au niveau de mon fer, c'était catastrophique. Donc, elle dit, t'es pas très loin de l'anémie, là. Alors, elle m'a donné un supplément de fer. J'ai aussi 2 sortes de vitamines qui ont été ajoutées à mon plan de traitement. Puis elle dit, on part avec ça pour un 6 semaines. Puis après ça, on va se refaire une petite prise de sang pour voir au niveau de la thyroïde comment ça va. La première semaine, en doublant ma progestérone, je suis redevenue moi-même. Et à l'intérieur des 4 premières semaines de traitement, j'ai retrouvé la personne que j'étais il y a plus de 10 ans. Une personne posée, enthousiaste, qui se lève de bonne humeur le matin, excitée d'aller vivre sa vie. Je sais, ça a l'air intense, mais c'est littéralement ça. Avec une libido renouvelée, solide, l'envie de faire des affaires la fin de semaine, je me sentais amorphe. Je me suis rendu compte que depuis plusieurs années, je vivais dans le corps d'une personne qui aurait eu au moins 20 ans de plus. Et que ça, c'était dû à mes débalancements hormonaux. Et qu'en rétablissant ça, c'est ma vie que je retrouvais. La vie que j'avais le droit de vivre à 42 ans. Et maintenant, ça fait pratiquement 2 mois que je prends ce traitement-là et ça va toujours aussi bien. J'avais peur qu'avec le retour au travail, c'est un gros automne pour moi, le stress, etc., ça capote, mais non. Je suis plus stressée, effectivement, un peu, peut-être un peu plus à cran, mais c'est normal. À un moment donné, je veux dire, on n'est pas des êtres parfaits non plus, mais c'est pas quelque chose qui me met dans un état de détresse. Je remets pas mon couple en question. Ça va d'ailleurs beaucoup mieux avec mon chum, beaucoup, beaucoup mieux. On a une approche qui est différente, qui est tellement plus bienveillante aussi. Et tout ça n'aurait pas pu être possible sans que je commence ce traitement-là. Et il y a quelque chose que mon infirmière praticienne a dit que j'aimais beaucoup. Elle dit, tu sais, elle dit, revoir là, ce qu'il y en a au niveau des hormones, puis avoir un traitement qui est adapté à ça, ça ne change pas tout. Ce n'est pas une solution magique. Mais des fois, ça suffit à nous donner les ressources dont on a besoin pour apporter d'autres changements dans notre vie aussi. Et vous voyez, ça fait un bon 2 ans que je me disais, ah, faudrait bien que je recommence à courir. Ça serait une bonne idée pour me tenir en forme. Mais j'étais fatiguée, j'avais pas le goût, j'étais de mauvaise humeur. J'allais pas m'embarquer là-dedans en plus, je me faisais déjà assez chier de même. Et ce matin, je suis retournée courir pour la première fois. Ça faisait presque 10 ans que j'avais pas couru et je suis retournée et j'ai trouvé ça vraiment merveilleux.
Et je suis pas allée courir là, pour perdre du poids ou pour je sais pas quoi, ou en me disant « Tu dois te remettre en forme ». J'en avais envie. J'avais envie de bouger. C'est une envie que je n'ai pas ressentie depuis des années non plus. Donc, des fois, oui, on sait qu'il y a des choses dans notre vie qu'on doit changer, des changements qu'on doit faire, des décisions qu'on doit prendre. Mais un débalancement hormonal ou une périménopause ou un SPM très fort ou une ménopause peuvent suffire à faire en sorte qu'on n'ait pas les ressources intérieures pour pouvoir faire ces changements-là, pour pouvoir prendre ces décisions-là aussi. Et je le répète, c'est pas magique. Et peut-être que c'est pas la solution pour vous, l'hormonothérapie en soi non plus. Mais de rencontrer un professionnel de la santé qui vient vraiment s'intéresser à notre santé en tant que femme dans sa globalité, avec toutes les connaissances et les compétences nécessaires pour le faire, ça change tout. C'est pas normal qu'en 2025, je sois sortie de ce rendez-vous-là, dans cette clinique d'hormonothérapie privée-là, les larmes aux yeux en me disant « On m'a enfin vu, on m'a enfin cru, on m'a enfin écouté et on ne m'abandonnera pas. » C'est pas normal qu'on vive ça. Puis je sais qu'on est des milliers, des millions à vivre ça chaque jour. Et il faut arrêter de l'accepter. C'est terriblement injuste qu'il faille se retourner vers le privé pour pouvoir bénéficier des soins dont on a besoin en tant que femme. Mais c'est vraiment à cette situation-là qu'on fait face en ce moment. Il y a des médecins au public qui vont se former. Le problème, c'est qu'on ne sait pas lesquels. Donc moi, personnellement, je sais que mon médecin n'est pas formé. Donc même si je vais le voir et le revoir, il va toujours avoir les mêmes réponses. Il n'a pas la formation. Si je décide d'aller dans une clinique sans rendez-vous dans l'espoir de tomber sur un, ça se peut que je tombe sur un, ça se peut que non plus. Il y a quelqu'un qui me demandait récemment, mais comment je peux faire, moi, pour avoir accès à un médecin spécialisé en hormonothérapie si je n'ai pas de médecin de famille? Bien, dans les faits, des grandes chances que ça ne change absolument rien. Parce que si le médecin de famille ou le médecin que tu vois, de peu importe la façon, n'a pas été formé en hormonothérapie, ne pourra rien faire pantoute. Et il ne faudrait pas aller croire que les gynécologues ont cette formation-là. Certains sont allés se former pour, mais une grande partie ne sont pas du tout formés en hormonothérapie non plus. Il ne faudrait pas non plus croire que les endocrinologues sont formés en hormones féminines non plus. Ça a été mon premier réflexe de me retourner vers eux, mais ils n'ont pas non plus cette formation-là. Les seuls professionnels de la santé, dans notre système de santé publique, qui ont les connaissances nécessaires au niveau des hormones féminines et de l'hormonothérapie pour nous accompagner, sont ceux qui ont pris la décision personnellement d'aller se former dans leur formation continue. C'est ridicule, mais c'est là où on en est en ce moment. Donc, c'est une roulette russe. Vas-tu tomber sur quelqu'un de formé ou non? Tu as beaucoup plus de chances que non que oui. Bonne chance. Mais bref, tout ça pour dire que c'est très injuste de devoir se retourner vers le privé pour avoir ces soins de base. C'est pas un caprice, c'est pas un luxe. C'est notre moteur de vie, nos hormones en tant que femme. Là. Ça prend quelqu'un qui comprend, là, quelque part. Là. Et se retourner vers le privé, c'est ridicule, de un, parce qu'on paie pour avoir accès à un système de santé publique qui ne peut pas nous aider, et deux, parce que pour beaucoup de femmes, c'est quelque chose qui reste littéralement inaccessible. Et dans l'attente que ça change, à ça, ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est, oui, c'est cher. Quoique, personnellement, j'ai réalisé que ça l'était moins que je croyais. Comme je vous l'ai expliqué plus tôt, c'est une collaboration que j'ai faite avec la clinique Hormonova, mais ils m'ont quand même donné les prix pour que je puisse partir avec une idée, les expliquer aussi. Donc, pour vous donner une idée, dans une première année de suivi en hormonothérapie avec elle, le rendez-vous de base périménopause là, est de 350 $. Et ensuite, les rendez-vous de suivi sont de 250 $. On en conseille entre 3 et 4 la première année-ish. Après, c'est un seul suivi par année. À ça s'ajoutent les prises de sang que vous pouvez faire au public ou au privé selon votre préférence. Donc, on peut s'attendre à payer entre 1 000 et 1 250 $ à peu près la première année et 250 $ seulement dans les années subséquentes. Ça, c'est quoi? C'est l'équivalent de comme 4 caries chez le dentiste. Bien sûr, là, on devrait vivre ça au public, on ne devrait pas payer pour ça. Là. Mais là, dans le système dans lequel on est, là, si vous n'allez pas bien, là,
c'est un montant qui vaut la peine d'investir. Puis je sais que c'est pas tout le monde qui a les moyens. J'en parle souvent sur mes réseaux sociaux, entre autres par rapport à ma psy. Ma psy, elle coûte 120$ de l'heure. Il y a des moments de ma vie où je suis allée la voir que je vous confirme que j'avais pas les moyens. Je pelletais ça par en avant sur Visa, sur un joli temps. Là. Mais pour moi, c'est un no-brainer. Ma santé mentale va pas bien, je dois m'en occuper. Si on vivait dans un système de santé complètement privé, puis que vous vous cassiez le bras, puis il y avait un os qui sortait, c'est évident que même si ça coûtait de l'argent, vous n'en aviez pas devant vous, vous seriez prête à vous endetter pour régler ça. Ben, la santé hormonale, ça devrait être la même chose. Puis je trouve ça dégueulasse de vous dire ça en même temps. Je suis en train de vous dire, allez vous endetter, pour être capable de régler. Mais ça vaut le coup pour le moment, si c'est la seule option que vous avez. Si vous êtes déjà battu dans le public et vous n'avez pas obtenu ce que vous aviez besoin, si vous êtes fatigué de vous battre dans le public, si vous n'osez pas vous battre dans le public parce que vous avez le droit de poser, vous avez le droit de ne pas avoir envie de vivre cette bataille-là, c'est très désagréable à vivre. Et d'être discrédité toujours comme ça, c'est frustrant, c'est décourageant, c'est blessant. Puis vient un temps où on est comme, hey, sais-tu quoi, je vais abdiquer. Bien, sachez que cette option-là existe. Et moi, mon ultime objectif là-dedans, là, c'est qu'on s'organise toutes pour avoir le traitement dont on a besoin pour celles qui en ont besoin, pour avoir toute la force et la fougue nécessaires pour se battre contre ça pour de bon et exiger que nos médecins, tous autant qu'ils sont, soient formés en hormones féminines et en hormonothérapie, ce qui devrait déjà être le cas depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est ce qui complète cet épisode. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez toujours écrire, évidemment, sous les épisodes sur Spotify ou YouTube, mais c'est quelque chose de plus confidentiel. N'hésitez jamais à m'écrire via Messenger sur Facebook ou en message privé sur Instagram. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Vous allez aussi trouver en description de cet épisode le lien vers la pétition à signer, pétition qui revendique que tous nos médecins soient formés aux hormones féminines et à l'hormonothérapie. Et finalement, je vous invite à vous abonner à mon compte Spotify et ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et je vous dis bye!